Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui on va voir comment s'y prenaient nos grands-parents pour troller les nazis pendant et après l'occupation. Deux des symboles de l'occupation sont évidemment le maréchal Pétain et Pierre Laval. A l'époque, les libraires devaient vendre des photos de leurs portraits. Et on raconte que l'un des libraires en question, qui était en rupture de stock de ses portraits, avait mis des étiquettes sous leurs photos. Épuisé pour Pétain et vendu pour Laval. A l'inverse, le général de Gaulle était un symbole de la résistance française et les gens s'amusaient à placer son nom un petit peu partout de façon discrète. Par exemple, après avoir terminé un paquet de cigarettes qui comportait l'inscription 20 gauloise, certaines personnes s'amusaient à découper le paquet en deux et jeter par terre la partie où on pouvait lire De Gaulle. Dans le même genre, les prisonniers de guerre arboraient fièrement un insigne qui était fait à partir de deux cartes de la Gaule. Là encore, De Gaulle. Certaines personnes se promenaient en ville avec deux cannes à pêche sur l'épaule. Le mot Gaulle étant un synonyme de canne à pêche, ça faisait donc De Gaulle. Et d'après certains témoins, il y a même des étudiants qui seraient allés encore plus loin et qui auraient accroché un poisson au bout de leur canne à pêche, et ce poisson c'était une vive. Vive De Gaulle. Une autre grande figure de la résistance française est évidemment Jean Moulin. Et étonnamment, peu de gens savent que Jean Moulin était un très bon dessinateur et caricaturiste. Il a même été publié plusieurs fois sous le nom de Romanin. Et si je vous raconte ça, c'est parce que d'après sa sœur Laure, alors que Jean Moulin est torturé depuis plusieurs heures par Klaus Barbie et ses amis de la Gestapo, il fait finalement signe d'accepter de donner des noms. Barbie lui donne alors un stylo et une feuille. Et puis après plusieurs minutes, il regarde ce que Jean Moulin est en train de faire, et il est en train de faire une caricature de Klaus Barbie. Ça en dit long sur le caractère du personnage. En 1935, les nazis demandent à un photographe de lui faire parvenir des photos d'enfants qu'il a en stock. Ils comptent en choisir une dans le tas pour illustrer ce qu'est d'après eux le parfait enfant arien. Le photographe leur envoie plusieurs clichés, et la légende dit que Goebbels aurait choisi lui-même ce cliché. Le cliché va énormément plaire, on va le publier en une d'un très célèbre journal allemand. On va même en faire des cartes postales et le cliché sera même mis en devanture de certains magasins d'habits pour enfants. Mais il y a un petit détail qu'ignorent les nazis, c'est que la petite fille sur cette photo s'appelle Essie Taft et qu'elle est juive. La maman de la petite fille voulait simplement prendre une photo d'elle en souvenir et le photographe, sachant qu'elle était juive, a envoyé ce cliché aux nazis pour se foutre de leur gueule. Et c'est assez réussi. Essie est toujours en vie aujourd'hui et elle est professeure de chimie à New York. Eva Moses-Kor a été déportée à l'âge de 10 ans avec sa sœur jumelle et toute sa famille vers le camp d'Auschwitz. Et comme Eva a une sœur jumelle, elle se fait tout de suite repérer par le docteur Mengele, que vous connaissez très certainement ne serait-ce que de nom, et elle va subir les pires atrocités durant son séjour à Auschwitz. Miraculeusement, elle va sortir vivante de ce camp, malgré notamment un cocktail de bactéries mortelles que lui avait injecté le docteur Mengele, juste comme ça pour faire une expérience. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, mais en 2013, Eva va recevoir un email de Rainer Höss, qui n'est autre que le petit-fils de Rudolf Höss, qui a été le premier commandant de Auschwitz, et à qui on doit notamment l'utilisation du Zyklon B, ce gaz qu'on utilisait dans les chambres. Rudolf Höss a été exécuté en 1947, après la guerre, mais ça n'a pas empêché Rainer Höss de détester son grand-père et de détester tout ce qu'il avait pu faire de son vivant. Du coup, il va demander à Eva de bien vouloir l'adopter, et elle va accepter. Une survivante d'Auschwitz adopte le petit-fils du créateur des chambres à gaz. Comme troll, on fait quand même pas beaucoup mieux. À peine une ville est-elle libérée qu'on voit déjà des drapeaux bleu, blanc, rouge sur tous les balcons. Il y a un journaliste qui est curieux et qui demande à une femme comment elle a fait pour cacher ce drapeau bleu, blanc, rouge chez elle pendant l'occupation. C'était vachement dangereux avec les Allemands dans le coin. Et elle lui explique qu'elle avait séparé les couleurs avec ses voisines. L'une avait plein de petits carrés bleus, l'autre avait des torchons blancs chez elle, et encore une autre avait des napperons rouges. Et une fois la ville libérée, il n'y avait plus qu'à coudre tout ça ensemble.